Voilà, bonjour, bonsoir, chers amis d'Anglo-Congo. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2019. Nous sommes là pour faire l'analyse politique sur la situation politique dans notre pays. Vous savez tous que nous attendions le résultat de la réunion, le sommet de la SADC. Nous avons amplement parlé sur cette réunion. Nous avons prédit ce que la SADC pourrait, bien la réunion de la SADC, doublée de la réunion qui s'est tenue à Addis Abeba sous les auspices de l'Union africaine. Nous étions en train hier de prédire ce qui pourrait en sortir. Voilà, la SADC s'est prononcée. Nous allons essayer d'analyser cette situation. Mais avant cela, encore une fois, nous lançons un appel, comme nous le faisons ces derniers jours, un appel au calme. Nous pensons que nous devons encourager les contacts, le pourparler qui existe entre Lamouka et Cash, parce qu'il faut le dire, beaucoup de gens se focalisent sur ce qui s'est fait au niveau de la cour, mais ils oublient que Lamouka et Cash ont déjà pris langue, même si c'est de manière informelle, mais c'est une réalité. Alors, comme je l'ai dit la fois passée, quand on prend langue, quand on négocie, c'est-à-dire on se rend compte qu'on ne peut pas obtenir par la force ou par autre moyen alternatif ce que l'on cherche. Alors, on va vers celui qui a ce que l'on cherche en lui proposant quelque chose pour qu'en retour, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin. Mais avant que nous puissions continuer, j'aimerais reconnaître les 10 premières personnes qui se sont connectées à ces 2 derniers jours, les 2 dernières analyses. Nous avons fait exception. Permettez que ce soit vraiment les 10 premières. Donc, il y a Élisée Mouké Mwamba, il y a Didier Kanangila, Simon Kabouya, Sylvain Founi, Henri Mouteba, Daniel Mamba, Joseph Ataki, Patrick Ilunga, Mimi Diamani, Guy Katende, Dieudonné Dibou, Pierrot Boukassa, Mimi Diamani Messali dit bonsoir, je dis bonsoir, Lily Rose, il y a Essé Tshisekedi, il y a Nikonous Jean-Claude Tumbula, il y a Maman Lisette Lisa Monguedou, il y a Zé Chamala, il y a Banza, il y a Eli Koutena, il y a Pasteur Gaston Komoro et puis Toponi Congo, Roger Massamba, l'inconditionnel, il y a Franck Bundi, René Lusikou, il y a Richard Lumbala, il y a Wish Wish de Rémi qui me dit bonsoir, et puis il y a Dinstar Drew Mugeni, et puis il y a Pierre Kamunimo, Jean-Claude Tumbula. Voilà, vous êtes nombreux, la liste est déjà longue. Aimé Kalanda, Bijou Swani, John Kaloubi, Bijou Yamabo, Cornelis Mandela, Franck Abundi, oh my goodness, Freddy Tamboué, merci beaucoup tous. Donc, je suis très content de vous retrouver. Merci infiniment. Attendez, parce qu'il faut que je puisse répondre à quelqu'un qui risque de nous interrompre là avec des appels. Alors, je disais que la SADC s'est réunie et nous avons parlé là-dessus. Quand nous vérifions ce que
la décision prise par la SADC, elle va dans le sens de ce que nous avions prédit. Vous pouvez rentrer dans la vidéo. Alors, pour voir ce que nous avions dit. Parce qu'un corps, il faut d'abord connaître sa vision, donc une organisation. Il faut connaître sa vision, sa mission. Mais au-delà de la vision et de la mission, il faut connaître sa structure, parce que sa structure va vous permettre de reconnaître son fonctionnement. Hein? Donc, et puis son histoire. Hein? La SADC, nous l'avions dit, que c'est une organisation qui veille beaucoup plus sur la stabilité des États que sur la qualité des élections. Nous l'avons dit plusieurs fois, ça c'est par expérience. Par expérience. Elle veille beaucoup plus, donc quand on regarde son fonctionnement concrètement, en dépit de ce qu'elle peut avoir comme vision, et n'oublions pas, la SADC c'est d'abord une organisation, d'abord, je dis bien d'abord, une organisation qui est économique, qui met ensemble les ressources économiques, les efforts pour le développement de l'Afrique australe. Hein? D'abord, c'est d'abord ça. Alors, les autres aspects sont là pour accompagner cet effort de développement économique. Parce que, bon, je trouve ça très réaliste. Dans ce monde, si économiquement vous êtes faible, eh bien, politiquement, vous serez aussi faible. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, la Chine, ce n'est pas un pays démocratique. La Chine n'est pas un pays démocratique, mais la Chine s'est fait respecter auprès des pays qui se disent démocratiques. Pourquoi? Parce que la Chine est une puissance économique bien affirmée sur la planète. Alors, c'est ça un peu l'idée derrière, c'est d'abord que l'on devienne fort économiquement avec comme locomotive l'Afrique du Sud. Mais aussi, la SADC, dans son fonctionnement, on se rend compte que c'est un instrument diplomatique et politique dont se servent les États membres, surtout l'Afrique du Sud. Je dis bien surtout l'Afrique du Sud parce que au sein de cette sous-région, quand on regarde, le pays qui est économiquement fort, beaucoup plus avancé, et qui à un moment donné était la première économie d'Afrique, pendant longtemps, je vous ai toujours dit, si vous prenez les budgets par exemple de l'État de Gauteng, c'est le budget, c'est plus que le budget du Congo tout entier, c'est le budget de par exemple, Gauteng, c'est juste la province où se trouve Johannesburg, Pretoria, c'est plus que le budget du Maroc. C'est plus que le budget du Maroc. Hein? C'est même plus que le budget, j'allais dire, quand vous prenez Gauteng, vous associez par exemple avec KwaZulu-Natal, ça dépasse quelque part le budget de certains États européens qui sont sérieusement endettés. Alors, donc, au sein de la SADC, même quand l'Afrique du Sud n'a pas le leadership, c'est-à-dire de manière formelle, mais l'Afrique du Sud reste le pays le plus influent au sein de la SADC et beaucoup plus au niveau de, en ce qui concerne les questions qui touchent la RDC. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'Afrique du Sud est présente militairement au Congo, hein, dans les cadres de la brigade spéciale
qui a été créé pour essayer un peu de traquer les M23 et les FDLR. Bon, ils ont fait en partie leur travail, parce que les FDLR sont encore là, par la volonté, bien sûr, il faut le dire, de Joseph Kabila. Alors, l'Afrique du Sud a joué un très grand rôle. Il est malheureux, je viens de suivre le TV5, il y a un expert électoral, je crois que c'est un Français, M. Hérald, et lui et la journaliste disent que la SADC a fait, avec cette décision d'Addis Abeba, il y a eu volte-face. En réalité, quand on regarde en dessous, il y a eu un travail de lobbying qui a été fait. M. Moïse Katumbi, rapporte la presse, a été voir certains chefs d'État ou chefs de gouvernement en Afrique centrale et en Afrique australe. Il a des soutiens, par exemple, le président zambien, c'est son ami personnel, ce n'est pas une amitié qui date d'aujourd'hui. Vous savez, Moïse Katumbi est très présent en Zambie, il a fait du business en Zambie, il intervient souvent dans la politique zambienne, donc on sent son influence là-bas, c'est pas moi qui l'ai dit, la presse zambienne, dans le passé et dans le présent, a toujours fait écho de l'influence de Moïse Katumbi au niveau de la Zambie. Et M. Edgar Lungu, avant qu'il ne devienne président, après la mort de Michael Sata, et pendant cette période de transition, il y avait un Zambien d'origine, qu'est-ce que je dis? Ça va venir, je crois que c'est un Irish ou bien... Bref, c'est un anglo-saxon, vous le savez, c'est un blanc. C'est lui qui avait assumé l'intérim parce qu'il était le vice-président, mais il y avait un moment j'allais dire, d'instabilité dans les institutions qui devraient succéder à Sata, tout ça. Et la presse zambienne rapportait que M. Moïse Katumbi finançait certaines personnes, y compris l'actuel président, pour influencer les décisions du parti en sa faveur. Voilà. Alors, certainement, il est passé en Zambie, et quand on regarde comment les communiqués qui parlaient du récomptage a été fait, les communiqués qu'on a attribués à la SADC, bien que le président zambien et le responsable au niveau de la SADC, de l'organe qui est chargé de la défense, de la sécurité et de paix politique, voilà, je crois que c'est complet, mais les communiqués, allez dans les archives, vous allez voir, c'est toujours le secrétariat de la SADC qui fait les communiqués. Le secrétariat, je crois, qui est basé au Botswana. Mais cette fois-là, à la surprise générale, c'était le porte-parole du président zambien, un certain Tchanda, qui avait fait les communiqués. Et aussitôt, les communiqués faits, bon, je crois que les autres États n'ont pas voulu gêner l'Afrique du Sud, plutôt la Zambie, mais après quelques jours, 24 heures après d'ailleurs, pas quelques jours, 24 heures après, le ministre des Affaires zambien, le ministre des Affaires étrangères de la Zambie, est passé. Hein, ce n'est pas, non, c'était une vidéo que j'ai suivie de bout en bout. Il a complètement balayé cela. Pourquoi? Parce que, d'après une presse en Afrique du Sud, cette position ne cadrait pas, ou bien n'avait pas l'aval de tous les pays membres de la SADC. De tous les pays membres de la SADC. Donc, il est important de dire ceci pour que les gens comprennent, parce qu'il ne faut pas fonder des fausses attentes. Hein? Je l'ai dit, et ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit, je l'ai dit même avant les élections, que la SADC n'a jamais été une organisation qui est très stricte concernant la qualité d'élection. J'ai toujours donné l'exemple du Zimbabwe, j'ai toujours donné l'exemple de l'Angola, par exemple.
J'ai donné beaucoup d'exemples des pays membres de la SADC où, quand on regarde, on n'a pas la démocratie que l'on veut. Mais en dehors du fait que la SADC, c'est d'abord une organisation économique où l'Afrique du Sud a une grande influence, c'est aussi, dans son fonctionnement, une organisation de résolution, de prévention et de résolution des conflits. On a vu Thabo Mbeki qui venait chez nous, on a vu pendant la transition, on a vu Thabo Mbeki, par exemple, qu'est-ce que je voudrais dire, qui a intervenu au Zimbabwe, hein, quand on a formé le gouvernement d'union nationale au Zimbabwe, c'était après les élections de 2008, il y avait une crise électorale, tout ça, et Thabo Mbeki est venu pour ce qu'on appelait les power sharing. Donc, c'est aussi un organe dans son fonctionnement qui, je crois que c'est l'un de ses objectifs, qui fait la prévention et la résolution des crises. Alors, après cette tournée effectuée par M. Moïse Katumbi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Sonia de RFI et les autres journalistes qui ont exploité les documents qu'on leur avait envoyés. C'était au fait du lobbying, parce qu'ils savaient certainement qu'il y aura un sommet au niveau d'Addis Abeba. Mais ce sommet a été convoqué par Paul Kagame. J'ai vu beaucoup de gens dire à Paul Kagame, mais non, Paul Kagame, pour ceux qui ne le sachent pas, et non seulement qu'il est proche de Joseph Kabila, parce qu'il faut le dire, c'est un régime de Kinshasa, c'est un régime qui a de l'AFDEL, il faut commencer par là, c'est un régime qui a trouvé sa matrice au niveau de la sous-région à Kigali. C'est de là que sont partis les gros des troupes, hein, et pour venir renverser Mobutu, à laquelle s'étaient ajouté d'autres forces venant de pays tels que l'Angola, même la Tanzanie, l'Ouganda, mais tout est parti d'abord du Rwanda. Alors, M. Moïse Katumbi est proche aussi de Kigali. Pendant ce temps ici, il a joué du soutien de Kigali, bien que discret, mais il a joué du soutien de Kigali. Alors, le Rwanda a convoqué cette réunion après la réunion de l'Union, plutôt de l'ONU. Et nous avions dit que ce qui va se passer à Addis Abeba, parce qu'il y avait des gens qui rêvaient, ce n'est pas qu'on est content de cela, mais c'était prévisible. C'était prévisible que la SADC n'allait pas faire exception maintenant. C'était prévisible que la SADC va rester fidèle à sa manière de fonctionner. Ils se sont rencontrés là-bas, je vois dans la... En fait, au risque de devenir un peu critique de la presse, parce qu'elle est très sélective, cette presse occidentale ces derniers jours. Elle prend les propos de Moussa Faki, qui est le président de la commission au niveau de l'Union africaine, où il a dit qu'il y a des doutes qui persistent. Mais ce discours a été fait au début. C'est l'Union africaine qui recevait la SADC. Ce discours a été fait au début et par après, d'abord, quand la SADC s'est réunie, ils ont dit que DRC need a bailout. Donc, la RDC a besoin d'un secours. J'ai appelé un ami, j'ai distribué cet article-là, j'ai dit, mais quand ils parlent de secours, ils veulent dire quoi, hein? Un secours en urgence, ils veulent dire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, nous avons essayé un peu de réfléchir. Nous avons compris que il y a certainement des risques de menaces, de
d'instabilité. Certainement, ils ont identifié des forces qui pourraient en venir à la violence pour, je ne sais pas, se positionner. Bon. Après, il va venir le huis clos des chefs d'État de la SADC. Par la suite, viendra la réunion qui a réuni la SADC et l'Union africaine. Mais de toutes ces réunions, chaque fois, chaque étape, il y avait une déclaration. Mais quand vous regardez, je vais bien qu'on dise ce que Moustapha Ki a dit. Parce qu'effectivement, des doutes, il y en a. Sinon, quelqu'un ne serait pas parti à la Cour constitutionnelle. Mais maintenant, l'exploitation de l'information, elle est tendancieuse. Elle est tendancieuse. Mais là n'est pas notre sujet. Je voulais tout simplement dire que la SADC est restée fidèle. L'Afrique du Sud a pesé de tout son poids. Merci beaucoup à Ronson Wellington. Ce monsieur-là s'appelle Scott. Hein, c'est lui qui avait fait l'intérim après la mort de Mike Osata. Et pour appuyer même ce que je disais par rapport, pour revenir à ce que je disais par rapport à Moïse Katumbi, sa proximité avec la Zambie, pendant que la presse bombardait qu'il est hospitalisé dans un hôpital et qu'il est sérieusement malade parce qu'empoisonné dans un hôpital à Londres, subitement, on a vu au deuil de Sata, M. Moïse Katumbi était là. Mais on avait pris la précaution de ne pas prendre son image. Mais l'abbé qui célébrait la messe de Requiem, cet abbé, a eu la maladresse de dire que nous remercions le gouverneur de la province de Katanga, M. Moïse Katumbi. J'ai la vidéo dans mes archives. Donc, nous avons commencé à suivre, ce n'est pas aujourd'hui, je connais en tout cas un peu mieux l'Afrique australe. Je connais la politique en Afrique australe, tout ça. C'est en ce moment-là que nous nous sommes dit qu'il y avait quelque chose. Mais maintenant, merci beaucoup, mon frère, de me rappeler ce nom-là. La SADC est restée fidèle dans tout ce qu'elle a toujours fait. D'abord, la stabilité. Et nous savions qu'ils vont se focaliser sur la stabilité. Et nous disions que le gouvernement de Kinshasa, le peuple congolais, la MONUSCO, la communauté internationale, les opposants, ont tous réussi un grand exploit, c'est-à-dire faire tenir ces élections dans un climat de paix relatif. En tout cas, un climat de paix. Hein, si vous comparez, vous me répétez ce qui s'est passé en 2011. Le fait qu'il y a la paix, la SADC n'avait plus de raison d'intervenir, particulièrement l'Angola, d'intervenir militairement pour préserver sa stabilité. Alors, au niveau de la SADC, tout comme au niveau de l'Union africaine, ils ont des principes. L'un des principes, c'est la non-ingérence dans les affaires internes d'un État souverain. Hein, ça existe sur papier. Hein, allez voir la charte de l'Union africaine, vous allez voir ça. Alors, par rapport à ces principes, nous disions que cette démarche, parce que les élections relèvent de la souveraineté d'un État. C'est malheureux que c'est comme ça, ou ce n'est pas bien, ou c'est bon, ça je ne sais pas, mais ce sont des principes arrêtés déjà au niveau de l'Union africaine. Et ces principes sont pratiquement repris au niveau de la SADC. C'est très important parce que les États fonctionnent entre les États. Ce sont les principes qui régissent les relations entre les États, malheureusement. Quand vous entendez les gens sont dans CIRGL, les États font tout pour protéger leur indépendance vis-à-vis des autres. Un État, c'est ça. Maintenant, quand
vous regardez ces principes-là, vous pouvez prédire comme analyste que ça sera très difficile que ceux qui demandaient les recomptages puissent obtenir gain de cause au niveau de cette organisation. Parce que, disons-nous la vérité, quand vous avez à la tête de l'Union africaine, il ne faut pas rêver. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens, c'est la manipulation, il faut rêver, il faut d'abord être réaliste. Comme disait Mwando Makosso, les gens de ma génération connaissent, quand les jupons de la grand-mère tombent et que vous êtes aux alentours, soit vous faites très vite pour ramasser les jupons, c'est-à-dire vous avez vu que le jupon est tombé et vous pouvez, c'est-à-dire vous avez vu la grand-mère nue, soit alors vous jetez le regard ailleurs, ce qui est aussi un signe que vous avez vu que le jupon est tombé. Donc, qu'une vérité vous plaise ou pas, il faut constater ça d'abord. Il faut s'habituer à être ancré dans la réalité, mettant de côté ses sentiments. Parce qu'on nous manipule par rapport à nos sentiments. Quand vous avez à la tête de l'Union africaine un homme comme Paul Kagame, il a très peu d'arguments de défendre, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ou bien il est en mauvaise position d'intervenir dans une crise électorale. Ne rêvez pas. Parce que Kagame n'est pas un modèle de démocratie. Qu'on aille le voir pour qu'il intervienne dans un litige électoral, d'ailleurs qui est soumis à la Cour constitutionnelle de l'État. Oui, il peut bien accepter, il peut bien avoir de bonnes relations avec telle plateforme, un des leaders de telle plateforme, mais quand il va devant d'autres chefs d'État, il est en très mauvaise position. Parce que Kagame n'a jamais été réellement élu par les souverains primaires de son pays. Ça, c'est clair. Il a très peu d'arguments devant un homme comme Cyril Ramaphosa. En Afrique du Sud, bien que le président est élu au niveau de la Chambre, c'est-à-dire au niveau plutôt du Parlement, mais c'est les partis majoritaires qui donnent le président, mais il est élu. Les élections sont démocratiques en Afrique du Sud. Des lois démocratiques si vous comparez par rapport aux élections au Rwanda, où Kagame fait des scores fleuves comme à l'époque de Staline. Le président de la Zambie qui est un pays où il y a alternance, c'est un peu comme le Sénégal de l'Afrique australe, à l'exception de l'Afrique du Sud. Mais depuis que Edgar Lungu est là, la Zambie a régressé sur le plan démocratique. Il n'y a pas longtemps qu'il est parvenu en manipulant le système judiciaire et suite à une forte répression, il est parvenu à se taper la possibilité d'avoir un autre mandat. Donc, c'est difficile qu'un tel homme, quand il fait votre lobbying, il peut bien accepter, mais quand il va devant d'autres chefs d'État, qu'est-ce qu'il va dire? Mugabe, en 2008, c'était évident qu'il a triché. Il va dans un sommet de l'Union africaine, c'était en Égypte. Il était harcelé par la presse. Il avait même insulté un journaliste britannique. Pratiquement, j'allais dire, il allait en venir à main. Mais dans la réunion des chefs d'État, Omar Bongo était le président sortant, Moubarak était le président entrant de l'Union africaine. La fuite obtenue par la presse à l'époque, on a dit Mugabe l'éradique parce que
l'un des sujets qu'il devrait traiter, c'était la crise électorale au Zimbabwe. Mugabe leur a dit en face, il y en a parmi vous, vous êtes là par le même méthode. Et ça fait longtemps que vous êtes là, parce qu'Omar Bongo avait plus d'années au pouvoir que Mugabe. Et quand on regarde la lutte qu'avait fait Mugabe, beaucoup d'entre eux n'avaient pas fait cette lutte. Beaucoup étaient des, comme on dit, des papettes, donc des poupées, des marionnettes des Occidentaux. Un président comme Omar Bongo, Paul Biya, alors que Mugabe, on le sait, a tenu tête contre les Occidentaux. Ce n'était pas un démocrate, mais c'était un combattant des luttes pour l'indépendance de l'Afrique. C'est ainsi que je sais d'un grand respect sur les continents, bien qu'à l'intérieur, l'opinion n'était plus d'accord avec lui. Donc, s'attendre, comme je voyais des commentaires, il y a même des gens qui sont branchés ici, qui étaient en train de se masturber, pensant que non. Je savais que de telles choses, on va vous renvoyer dans votre pays. Pourquoi? Parce que le président zambien, chez lui, l'église catholique de la Zambie est en train de demander un dialogue chaque jour ici, au niveau de la classe politique et de la société civile. Il n'est pas en bon terme avec la Senko de chez lui. Et ce monsieur est là grâce à la SADC. Zuma l'avait soutenu. Les élections de 2016 étaient entachées d'irrégularités. On a crié à la fraude en Zambie. Donc, dans un tel forum, il faut être réaliste. Il ne faut pas rêver. Et la décision est là. La décision est là. Ils ont renvoyé. Et quand je dis ça aussi, il faut tenir compte de ce que l'ONU avait dit, les communiqués de l'ONU, et la position des Américains, la vraie position des Américains. Quand je regarde la position de la SADC, c'est parce que c'est par la SADC que les Américains ont fait plier Kabila pour qu'il ne se représente pas. Si ça ne dépendait que de nos amis belges et français, écoutez-moi très bien, Kabila n'allait pas se plier. La politique se résume, que vous ne le vouliez pas, au niveau local et sur le plan international, c'est les rapports de force. Le professeur Berit John Marshall, il dit ceci, il dit, le monde c'est comme une jungle. On applique les lois quand elles sont à l'avantage du plus fort. Donc, quand on a échoué à faire un bon lobbying aux États-Unis, parce que pendant un temps, on a fait rêver les gens que tel cas, le cas de Moïse Katumbi, moi je l'ai dit, j'ai dit il n'a pas de soutien du gouvernement américain. Un de ses collaborateurs, il va rencontrer un leader de l'opposition en Allemagne. Et il s'est tenu en Allemagne le sommet des G, je crois, les G20 à l'époque, je crois, G20, oui. C'était pendant aussi cette période-là que l'Allemagne organisait, je crois, la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe. Il rencontre un acteur politique parce qu'il veut avoir le soutien de ses partis politiques pour son candidat. Il lui fait dire que Moïse Katumbi a rencontré Barack Obama en Allemagne et qu'il a le soutien des Américains, c'est fait. Donc vous n'avez pas de choix, vous n'avez qu'à vous allier. Bon, il arrive que j'ai chatté avec cet acteur politique, je lui ai dit non, c'est pas vrai.
puisque j'avais l'information à la source, je vous ai dit, il y avait un ami qui était approché par un lobby américain qui soutenait le monsieur. Je lui ai dit non. Il est à la recherche du soutien. C'est du lobbying. Kabila le fait. Ce n'est pas encore le gouvernement américain. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez encore ces lobbies-là se faire vraiment au niveau des... C'est maintenant sur le continent africain. Or, quand vous faites le lobbying sur le continent africain, il faut être très stratégique. Il faut connaître le milieu. Il peut être mauvais, mais il faut le connaître. Quand vous critiquez tel, il faut se poser la question, celui que vous allez voir, est-ce qu'il n'est pas dans la même situation que celui que vous critiquez? C'est du réalisme. J'ai dit tout simplement, c'est un lobbying qui a échoué, malheureusement. C'est un lobbying qui a échoué. Et c'était prévisible. Quand ils sont allés voir le président namibien, lui et Jean-Pierre Mbemba, ils n'ont pas obtenu gain de cause. C'était toujours... La semaine qui suit, quelques jours après, il devait y avoir une réunion à la Troïka entre la Namibie et l'Afrique du Sud et la Zambie. Mais c'est l'Afrique du Sud Pretoria qui a décommandé ça. La position de la SADC, c'est la vraie position des Américains. Rentrer dans leur communiqué parce qu'il y a des gens, je ne sais pas, ce sont des interprétations. Il y a des gens qui lisent ces communiqués-là et ils disent « Ah non, on a dit à la CENI de jouer la transparence, tout ça. » Je veux bien. Mais les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déchargés du dossier Congo parce qu'ils ont tenu leur part. Je répète, et les jours, et le mois, et les années à venir, je vous l'ai dit, je ne peux pas tout dire, les Américains ont eu leur part. Déjà, avec la situation actuelle du Congo, hein, la nouvelle donne, les Américains ont leur part. Je l'ai dit sans embâche. Ils se sont retrouvés. Comparez les communiqués des Américains, leurs déclarations sur la... Quand je parle d'Américains, je ne parle pas d'activistes américains, je ne parle pas de la presse américaine, je ne parle pas des congressmen, je parle du gouvernement parce que au niveau du Congrès, c'est-à-dire au niveau, par exemple, de la Chambre des représentants et du Sénat, il y a des commissions des affaires étrangères et des sous-commissions pour l'Afrique. Non. Et ne font que voter des lois qu'ils proposent au gouvernement américain. Je parle de la position officielle du gouvernement américain. Vous pouvez lire entre les lignes. Prenez la déclaration des gens de la SADC. Des documents, mettez sur la table, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe. Vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des questions africaines était tout le temps hein, là-bas au niveau de l'Union africaine, rencontrant les officiels là-bas. Ils ont eu le temps de parler de la RDC. Il s'agit des intérêts miniers. Et quand on n'intègre pas ça, parce que ces élections se tiennent dans un contexte donné où le cobalt est devenu très, très stratégique, plus que tout autre minerai qu'on peut trouver au Congo. Si on ne tient pas compte de cela, on va se tromper. Et regardez, les multinationales qui sont derrière certains leaders de la MOCA. Il y en a parmi elles qui étaient déjà en activité au Congo. Si on ne tient pas compte des affaires, de cette question de la taxe hein, sur le minerai, on rate l'analyse. On va seulement se focaliser sur les élections. Je ne dis pas que le résultat est faux,
parce que personne n'en produit vraiment la preuve, hein, la preuve irréfutable, même les fuites. D'ailleurs, nous sommes sur une piste que nous allons révéler dans les jours à venir pour savoir comment, parce que nous avions dit que les systèmes informatiques de la CENI, je ne le dis pas aujourd'hui, étaient pénétrés. Et il n'y a pas que, ça ce n'est pas il n'y a pas que la seule, ce n'est pas la seule fuite. Il y a même certains États, je dis bien certains États, qui ont pu pénétrer les systèmes informatiques de la CENI. Je vous ai dit que j'étais alerté par un ingénieur sur place au Congo qui m'a dit, oh, écoutez, il y a mes agents qui me signalent dans la région où il est responsable que voilà, il y a des appareils avec des antennes. Il m'a dit carrément, il y aura transmission électronique des données. Quand vous voyez les antennes, c'est-à-dire il y a émission et il y a réception. Et nous avons par d'autres sources pu obtenir des informations que voilà, cette affaire-là était très vulnérable. Les Américains, je suis sûr, parce que ce sont les premiers qui ont étudié la machine à voter. Aussitôt que Nanga a fait, quand il est allé en Corée, quand on leur a dit qu'il ne faut pas utiliser les machines à voter, les Américains se sont procurés ces machines. Ils ont étudié des fonds en comble. Et je me pose la question, si Miru System n'y a pas participé, parce que c'était un enjeu important sur le plan de business pour Miru System. Il y a une source crédible qui dit que Miru System n'avait pas voulu, je vais revenir à ce que je disais, n'avait pas voulu, à cause des machines qu'on en arrive à ne pas avoir, c'est-à-dire, Miru System n'a pas voulu que par ces machines, qu'il y ait une fraude, qu'on dise qu'il y a eu la fraude grâce aux machines à voter. Parce que si on se rend compte qu'il y a eu la fraude et qu'il y a des problèmes grâce aux machines à voter, eh bien, certains États où l'aspiration démocratique est très forte, ou bien s'il y a des leaders qui ont été élus démocratiquement, ils ne vont pas accepter d'aller se procurer ces machines. Or, et ils doivent vendre ces machines. Parce que déjà, l'Argentine avait retourné ces machines et une bonne partie des ces lots de machines, c'est ce qu'on a envoyé au Congo. Donc, Miru System avait tout intérêt à protéger son image, qui n'est pas en train de produire des choses qui vont aller créer des problèmes. Les Américains se sont procurés de ça. Ils ont étudié ça de fond en comble. C'est eux pratiquement qui ont carrément dissipé la paire qui pesait sur les machines à voter. Ils ont compris, bon, c'était contournable. C'est très, très important. Si on n'intègre pas ça, c'est aussi qu'on n'a pas compris la position de certains partis politiques, tout simplement parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que bon, cette histoire, ce n'est pas vraiment un danger. On a compris les faiblesses. Et je peux vous dire la main sur cœur, je ne peux pas révéler ça. Ces données ont été partagées au niveau d'un pays africain. Les serveurs, les gens, j'ai toujours posé la question, les serveurs étaient où? Aujourd'hui, l'expert français l'a dit que les données qu'on a, ce sont les données qui sont venues du serveur de la CENI. Rentrez, l'émission est passée il y a 15 minutes passées ou 20, je ne sais pas. Il dit qu'on a pu entrer dans le serveur. Or, quand vous entrez dans les serveurs d'autrui, vous prenez les données. Une fois que les données sont chez vous, vous pouvez aussi les modifier. Vous pouvez aussi les modifier. J'ai parlé à un informaticien hier. Il m'a dit non, aussi, et il y en a qui me suivent. Dès que vous avez les données venues d'ailleurs, vous pouvez les manipuler et ensuite les balancer. Est-ce qu'on est dans cette situation? Je ne sais pas, mais la fiabilité de ces données reste sujet à discussion. On est sur une piste, je crois, c'est une piste sûre.
comment les gens se sont procurés un peu, c'était par quelle maison? Parce que les hacking, je l'avais dit, si on arrive à faire les hacking dans le piratage du système américain, parce qu'eux-mêmes sont les experts de ça, alors seulement le système de la CENI de Kabila et machin, hein? Maintenant, laissons ça de côté. Donc, nous sommes arrivés au point où c'est beaucoup plus une dispute, comme nous avons dit, une contestation, et puis une opération de communication pour essayer de gagner l'opinion au niveau des masses. Il y a un chef d'État qui était là. Lui et connaît les vrais résultats, là, dans cette réunion-là. Parce que les serveurs n'étaient pas au Congo, contrairement à ce que les gens pensent. Alors, aujourd'hui, on est dans une démarche purement politique qui est en parallèle par rapport à ce qui s'est fait au niveau de la Cour. C'est pour cela, devant certaines évidences, est-ce que vous pouvez comprendre, par exemple, les centres de compilation des caches prend ces données, amène confronter avec celles de la Cinco. Et la Cinco ne contredit pas. Mais les résultats de ces deux, donc de la Cinco et des caches, sont différents. J'ai suivi l'expert français qui parle là. On lui a posé des questions importantes. Il dit non, les données, quand vous comparez, sont les mêmes. On voit le système de code et tout ça. Il dit non, on a pris la victoire, on a donné des voix qu'on a données à M. Félix Tshisekedi, que la presse présente comme un gagnant surprise. J'ai dit, mais c'est faux. Qui ne savait pas que, si on regarde depuis le début du processus électoral, à un moment donné, quand c'était clair que Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi n'allaient pas prendre part à la course, mais qui était favori? J'en veux pour preuve Mme Bazaïba, après Genève. Elle dit qui était favori. J'en veux pour preuve M. Moussito. Je prends la presse internationale et locale. Mais maintenant, suite à une opération de communication de grande envergure, on dit que Félix Tshisekedi est le vainqueur surprise. Mais non, le vainqueur surprise, si c'est confirmé à la Cour, il obtient gain de cause plutôt à la Cour constitutionnelle, ça serait M. Fayoulou. Jusqu'à Genève, il était outsider. Il était outsider. Il avait moins d'intention de vote, selon les sondages qui sont proches d'une organisation proche de M. Olivier Campbell. M. Fayoulou était en dessous même de Mouzito. Je ne vante rien, rentrez, regardez les archives, vous allez me donner raison. Mais aujourd'hui, on en arrive, quand vous regardez la presse, vous dites, mais c'est quoi? Tout simplement, nous ne devons pas nous faire d'illusions. Derrière chaque camp, il y a eu des puissances qui se battent pour avoir part dans le marché, se positionner des cobalt. Pendant le sommet, la rencontre de Paris entre
Paul Kagame et M. Macron, un grand industriel d'automobile était venu en France. Il a rencontré Paul Kagame. Il y avait un truc là, un salon d'automobile en France là. Je n'invente rien, ça est dans la presse française. Toutes ces grandes compagnies automobiles, machin, ont passé déjà des commandes, tant européennes qu'américaines. Vous prenez Chrysler, vous prenez Ford, vous prenez, vous venez en Europe ici, vous prenez des Porsche, vous prenez Audi, vous prenez toutes ces compagnies-là, vous prenez, je ne sais pas, l'autre là, Renault, hein? Tous ne veulent pas rater, veulent aller en position de force dans cette révolution de véhicules électriques pour lesquels ils ont déjà passé des commandes pour avoir les cobalt. C'est ça l'enjeu. Et chacun s'est positionné. Il me semble, quand je parlais de Nairobi, il y a eu des gens qui m'ont dit « Ah non, tu es en train de mentir ». Je vous disais que Nairobi était dans la ligne des anglo-saxons, donc principalement des États-Unis et même de la Grande-Bretagne, mais surtout des Américains. Et c'était clair, déjà à partir de cela, j'avais fait une analyse, j'avais dit, au finish, quel que soit le vainqueur, mais au finish, ça sera un candidat qui a le soutien des Américains qui sera élu. Parce que qu'on descende, qu'on monte, Kabila n'est pas sorti totalement des zones d'influence des Américains. Jamais. C'est d'ailleurs la seule puissance que Kabila redoute. Ce sont les États-Unis. J'avais compris que non, cette affaire va se jouer comme ça. Je ne dis pas que les résultats, quelqu'un a été favorisé, non. Moi, j'ai fait seulement l'analyse. Nous sommes dans une guerre, l'envoyé spécial des États-Unis l'avait dit, notre problème au Congo va au-delà des élections. Notre problème, ce sont les minéraux stratégiques pour lesquels nos vies en dépendent au quotidien. Et tout politicien réaliste, quand il est en pleine démarche pour conquérir le pouvoir. Si tu ne prends pas en compte les intérêts, je suis désolé, mais c'est ça la vérité, si tu perds la bataille des intérêts, tu perds tout. Cette agitation qu'on voit du côté des Européens, ben, ils s'en prennent à la CENI, ils s'en prennent même au cash et tout ça. Mais ils connaissent la vraie puissance à laquelle ils devraient s'en prendre. Mais Etienne Tshisekedi, en 2011, avait gagné les élections. Ceux qui suivent l'actualité savent que M. Johnny Carson, qui était sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique à l'époque, lui avait fait un coup de fil personnel. Je n'invente rien. Moleka en avait parlé et d'autres sources crédibles pour lui dire apaisez vos gens. Nous allons voir comment régler ces problèmes autrement. C'est comme ça que quand les gens allaient les voir, ils disent bon, parce qu'ils privilégiaient une solution pacifique. C'est de là qu'est partie l'idée du dialogue, de là. Donc, nous devons comprendre les vrais enjeux, sinon nous allons nous tirailler inutilement. Inutilement. Nous ne sommes pas encore au point, nous les Congolais, réellement d'organiser des élections où
il n'y a pas l'influence extérieure. De part et d'autre, chacun avait ses soutiens. Il faut les dire. Il faut les dire. Et quand on disait cela, il y en avait qui pensaient qu'ah non, on prend position. Non. Nous sommes, je l'ai dit, nous sommes pratiquement nous assistons à une sorte de guerre froide ces temps ici. Suivez, je vous recommande encore d'aller sur Booking Institution. Ils ont fait une autre conférence aujourd'hui sur l'Afrique. La fille d'origine sierra-léonaise qui était à la CNN, Aïssa Sissé Aïcha. Elle était là-bas, elle était la modératrice. Allez suivre. On parle, ces derniers temps, il y a une sorte de réveil de l'Afrique au niveau des États-Unis. C'est très stratégique. Jamais les Américains ont eu autant de Marines sur le sol africain. C'est vrai qu'ils viennent au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais en réalité, ils prennent position. C'est un gros morceau. Je pense, à mon humble avis, qu'il y a eu erreur stratégique de manque d'alignement de la Mouka. Ils sont forts en communication, c'est vrai, mais les alliés qui sont derrière eux, savez-vous par exemple que Glencore a subi la pression? C'est pratiquement les États-Unis qui ont séparé Glencore de Kabila et de Dan Gettler. Parce que les Américains ont traduit en justice Dan Gettler. Et c'est eux qui ont forcé Glencore, pratiquement, à dévoiler les magouilles qu'il y avait, des opérations louches qu'il y avait entre Dan Gettler et Glencore et le régime de Kabila. Ce sont les Américains. Donc, si on ne comprend pas tout ça, on va se limiter à croire, ah non, non, non. Non, il faut creuser, entrer là-dedans pour comprendre les alliances à gauche, à droite, tout ça. Hein. Et malheureusement, c'est ça la politique. Nous avons eu des élections en 2006. Vous pensez que Kabila les avait gagnées? On a eu des élections en 2011. Pensez-vous que Kabila les avait gagnées? Il revenait aux Congolais de chercher à savoir où est-ce qu'il faut aller toucher pour finalement mettre ces messieurs hors jeu. Moi, j'ai posé la question à mon frère, mon grand frère Martin Fayoulou aux États-Unis. Je lui ai dit, président, vous venez ici. Ces gens ici sont des capitalistes. Sans intérêt, vous n'aurez rien. Kabila leur offre tout. Est-ce que dans vos contacts, vous vous limitez seulement à parler de la démocratie ou bien vous venez, parce que j'ai parlé à un homme qui a travaillé dans une grande multinationale américaine. Le malheur, c'était parce que j'ai posé cette question en public. Il ne pouvait pas me dire oui. Il a seulement dit non, oui, nous nous engageons dans des contrats de gagnant-gagnant. Nous proposons des choses où le Congo va gagner et ils vont gagner, tout ça. Parce que qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce que les Français vont avoir s'il y a une élection non démocratique au Congo? Mais au Cameroun, est-ce qu'il y a des élections démocratiques? L'Union africaine, la mission de l'Union africaine était conduite par, je crois, Koko Kofigo, les Togolais, l'ancien premier ministre togolais. Ils avaient établi que dans le nord, où le fief de Ouattara, il y avait eu des fraudes massives. Dans les rapports officiels, Gbagbo avait demandé
qu'on revoie tout ça, qu'on fasse les recomptages. Les Français, Sarkozy, ils ont catégoriquement refusé. Au Gabon, il y a élection, c'est les précarés français, non? Au Tchad, il y a des bonnes élections. Tout le monde sait qu'au Gabon, c'est Jean Ping qui avait gagné ces élections. Donc, quand vous voyez, et ce que je dis, c'est vrai, l'Afrique du Sud ne fait rien aussi de gratuit chez nous. Hein. Les Américains ne sont pas venus là-bas pour soutenir les Congolais pour la démocratie. Non. C'est d'abord les intérêts. S'ils n'ont pas de compte là-dedans, ils s'en foutent. Alors, il revient aux Congolais de chercher à savoir, est-ce que nous pouvons tirer profit de cette situation pour améliorer les conditions de vie des Congolais? C'est le plus important. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens dans la Mouka qui encouragent hein, les contacts qui sont là. Et croyez-moi, ces contacts vont s'accélérer avec cette décision de la position prise par l'Union, la SADC et l'Union africaine, comme vous voulez. Croyez-moi, c'est parce que je suis convaincu que derrière les rideaux, hein, ils ont certainement ils vont encourager ces contacts pour qu'il y ait une sorte d'ouverture dans le gouvernement qui va diriger certainement M. Félix Tshisekedi. Maintenant, la Cour constitutionnelle a le champ libre pour prononcer son arrêt. Et donc, ne nous voilons pas la face, il s'agit des intérêts. Où est-ce que la Mouka trouve tous ces moyens de mobiliser toute cette presse? D'où viennent les moyens? Les compagnies minières avaient déjà pris position depuis longtemps parce que eux, ils savaient que bon, dans les années à venir, Cobalt, ça sera très stratégique. Les Américains faisaient comme s'ils sont avec eux, mais tout en sachant qu'à un moment donné, pouf, nous allons nous démarquer de ces gens ici. Donc ce n'est pas surprenant, cette décision, et celle de la Cour constitutionnelle. Il ne faut même pas s'attendre à ce qu'on puisse annuler hein, les élections. Ça ne se fera pas. Je peux vous le dire, ça ne se fera pas. Parce que les annuler, c'est maintenir Kabila au pouvoir. Or, les Américains ont tout fait pour écarter Kabila. Je disais que Chadari ne va pas passer. Pourquoi? Tu veux laisser ton fils qui habitait avec toi là-bas? Je suis convaincu qu'il y aura des rapprochements. Il y en a déjà, mais ça va s'accélérer avec cette décision. Je dis cela pour que nous puissions comprendre. Personne n'est notre ami, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains. Non, tous, c'est les intérêts qui sont au Congo, que ce soit les Chinois ou les Russes, les Sud-Africains, non, tout le monde est derrière les intérêts et tout le monde a cherché à se positionner. Il y avait deux groupes, apparemment, l'un a porté sur l'autre. Donc, voilà ce que moi je pouvais dire de cette situation.
Et les restes, c'est des polémiques, c'est des choses, c'est la fumée pour empêcher les gens d'avoir une vue nette des choses. Allez. Et puis, pour en venir, ça je l'ai dit hier, l'histoire vous savez, quand par exemple les Américains te soutiennent, ils ne soutiennent pas la famille politique. Les Américains prennent des engagements avec un individu, les puissances, que ce soit les Américains, les Français, machin. C'est comme ça que vous voyez Kabila se présenter souvent comme un candidat indépendant. Hein. Vérifiez. Donc, ceux qui pensent que la famille politique est une réalité politique au niveau du Parlement, bon, je vais bien sur papier, mais ces gens-là ne sont pas bêtes. Dès qu'ils vont se rendre compte que non, il y en a qui se sont déjà rendus compte de quel côté se trouvent les Américains, eh bien, ils vont faire des allégeances. Bon, c'est là. Bon, it's a matter of time, comme on dit. Regardez bien ceux qui sont dans la classe politique. Bazali na Mobutu. Bon, bazali ko jire le tokufa pona un père. Mobutu akenda ba omba batika politique. Ba koma na Kabila. Ils vont suivre celui qui a les bâtons. Ne rêvez pas. Oh non, oh non, vous allez en pouvoir. Moi, je suis désolé, hein, je vous dis la vérité. Vous allez pouvoir. Posez-vous la question qui est derrière lui. Quand Kabila est entré au pouvoir, qu'est-ce qu'on disait? Ah, vous savez, le côté, 18 ans. Hein? Et tous ceux qui ont essayé de se cogner contre lui, bazokaki. Sauf qu'on koufate, mais bazoka. Hein, politiquement parlant. Le problème, c'est qu'il faut tout ça, mais là, qui est bon, Kabila qui. Est-ce que Dieu peut nous faire grâce par celui qui vient, Moka et Bonga? C'est ça ce qui est important. S'il y a des valeurs du côté de la Moka, s'il y a des valeurs du côté des Cash, s'il y a des valeurs du côté des FCC, mais voir qui, base à la conscience que bon, tout profiter Nathan. Kagame a construit les Rwanda grâce au soutien des Américains, parce qu'il pouvait venir chez nous, il prend les minéraux, comme il a le soutien des Américains, il ne craignait rien. Mais il pouvait aussi mettre dans sa poche personnelle sans soutenir le Rwanda. Évidemment, il en a dans sa poche personnelle. Mais quand on va au Rwanda, on voit quand même qu'il y a un progrès. Il nous revient à nous. Moi, ma prière, c'est que les nouveaux dirigeants que nous allons connaître bientôt, ma prière est que Nzamba pesa et sagesse dans cette donne, surtout à temps où tout ça va cobalt, tout changement, parce qu'il suffisait Kabila a les cap oyo. Ah, et non comme alors na ba Émirats arabes unis. Alina lo masouté. N'allez pas quitter. Alina lo matin. Donc, voilà, nous devons prier. Hein? Nzamba Sunda, motema malamu ezala bolingo ya mboka na ba dirigeants Nzamba à permettre baya. Même Kabila, il pouvait faire mieux pour ce pays. Azala mboka tele bazaloba. Mais il a que Joseph a bongisa Égypte. Allez. Bon, je prends les questions et puis on va terminer là. Allez, maman Bijou, toi, tu dois dormir. Hein? Ne vous en faites pas, ça, là, c'est ma fille. Lisa Mungedou, selon Bourget,
salon de Bourges. Je ne sais plus. Ah, je crois que tu parlais des salons là de l'automobile à Paris. Mardox Karl Maland dit que c'était un fake news. L'Union africaine avait déjà déclaré. Je sais que l'Union africaine avait déjà déclaré comme une routine, mais cette réunion n'a pas été convoquée pour rien. C'était une tentative quelque part. Il y avait des tentatives de changer. Sinon, pourquoi on compte? Il y a eu 16 chefs d'État, s'il vous plaît. 16. Allez, Moukouna Chiba, on dit attention à la manipulation des Katumbi aux fake news qui circulent sur le net. La SADC a validé l'élection de Félix Tshisekedi. Vicky Tshisekedi Koussa, Pote Baouli Bofune dit l'Union africaine, pour le moment, c'est Kagame. Ce dernier est allé aux libéraux belges qui soutiennent la Mouka. Félix Tshisekedi ne rentre pas dans leur plan, d'où cette position de l'Union africaine. La SADC a pesé de tout son poids pour que le point de, enfin, l'influence de Kagame ne pèse pas. Ils ont. Pourquoi le président zambien, avant d'aller à cette réunion, il est passé par l'Afrique du Sud? Alors que lui-même, Ramaphosa, qu'on disait qu'il ne va pas partir, ici est rendu. Ils sont allés en bloc. Igo Niembo. Gilles Kalenga inbox après quoi? Après les directs. Allez, Igo Niembo dit cette déclaration prépare les lits d'une guerre au Congo. Qui vous dit ça? Non, enfin, peut-être que vous avez des informations, moi je ne crois pas. Mais les militaires qui sont au Gabon, là, vous pensez c'est pourquoi? C'est pour dissuader les gens, non? Parce qu'effectivement, il y avait des multinationales qui préparaient une guerre, hein, ne vous en faites pas. Hein. Les multinationales qui sont au Gabon, là, ils ne sont pas 80. Vous pensez qu'ils sont venus faire les touristes? Et les Américains l'ont dit dans leur dernier communiqué, ils ont dit que personne, non, celui qui va oser faire des troubles, il sera tenu responsable. On va avoir besoin d'exploiter. Beaucoup dans la stable, parce qu'il gagnerait plus. Dieu merci, Chine est comme un macasse, Chine c'est continent Afrique, c'est pour cela maintenant, on a dit si les dirigeants africains comprennent, particulièrement les dirigeants congolais, nous pouvons tirer profit de cette situation. Ah, Doriros se dit, apparemment tu n'es pas pour la vérité des urnes. Bien sûr, mais la vérité des urnes, qui va prononcer ça? La vérité des urnes, c'est la CENI. Je suis désolé, cette CENI-là ne me plaît pas. Mais c'est ça, ça la réalité, comme j'ai dit. Je suis pour la vérité des urnes, mais je ne suis pas pour la vérité des urnes qui vient d'une partie. Non. Si ça vient de la Mouka, comme on a dit, la Mouka a pris les documents donnés aux journalistes, j'ai dit non, il y a un problème. Même si c'est vrai, mais comme ça vient de Moïse Katumbi qui a distribué ça, j'ai dit non, ce n'est pas à lui, parce qu'il est partie prenante dans l'affaire. Ça serait la même chose pour Cash, pour FCC. Nous avons le malheur de ne pas avoir une CENI indépendante. Maintenant, cette vérité devient relative. Suivez cette émission-là. Ce type l'a dit, je le paraphrase, il parle de la traçabilité. C'est ce que la CENI a pratiquement sapé la traçabilité des résultats. Maintenant, chaque camp a ses données. Et je le disais avant que c'est la contestation qui va venir parce que chaque camp va réclamer la victoire. Maintenant, quand chaque camp va dire je suis gagnant, ça va se régler quoi? Au niveau des soutiens. Ceux qui me suivent, je le disais, je dis celui qui aura des bons soutiens à l'extérieur, il s'en sortira bien. Sera-t-il le vrai vainqueur ou le faux? En tout cas, la CENI n'a pas fait bien son travail. Et aujourd'hui, personne n'a des résultats. À l'exception, peut-être de même les Américains.
j'ai dit que c'est comme ça que j'ai dit ça va se jouer à ce niveau-là. Et c'est comme si les gens avaient tiré les leçons des élections de 2011 et de 2006 ou 7. Parce que quand vous allez aux élections aussi, c'est la première expérience et que vous gagnez, mais au finish, vous perdez et que les puissances du monde soutiennent celui qui a perdu, vous tirez des leçons, vous vous dites, ah, ça ne se limite pas au niveau des urnes. Il y a un professeur kenyan qui avait écrit un article, il a dit que M. Félix Tshisekedi doit savoir protéger sa victoire. Ça, c'était avant les élections. C'est ça, l'homme politique ne va pas comme ça. Non, non. Un bon homme politique, il regarde, est-ce que les rapports de force ici sont en ma faveur? Malheureusement, c'est ça la réalité. Hein? Si tu te rends compte que ce n'est pas en ta faveur, alors tu dois réajuster les choses. J'ai suivi ce monsieur-là dire que, là où il s'est contredit, parce que j'ai fait cette émission aussi en les suivant. Il dit, bon, écoutez, si on avait laissé Yumbi, Beni Butembo, peut-être que Martin Fayulu allait combler la différence qui existe entre lui et Félix Tshisekedi. Mais si on prend cette hypothèse-là, c'est-à-dire que les résultats qu'on a donnés sont vrais, alors, il allait peut-être le dépasser. Alors, si on prend cette hypothèse, il reconnaît que les résultats sont vrais et que Fayulu, peut-être qu'il allait avoir plus de voix à Yumbi, à Beni, Butembo. Mais entre-temps, avant, il dit non, ces résultats qu'on a donnés par la CENI, ce sont des faux résultats. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui dit que si on avait fait à Yumbi, Beni, Butembo, là-bas, ça allait être des bons résultats? En plus, bon, ce sont des questions, hein, ce sont des questions que je me pose. Ces fuites ici, c'est seulement pour l'élection présidentielle, pas pour Donc, on a seulement accédé les serveurs, hein, on a seulement pris les données des élections présidentielles sans pour autant prendre les données des élections au niveau des provinciales et de la députation nationale. Comment? Quelque chose ne va pas là. Parce que pour quel intérêt va-t-on seulement se focaliser sur l'élection présidentielle quand l'on sait, parce qu'on dit que non, Félix, s'il est confirmé par la Cour constitutionnelle, il sera comme Bizimungu. Maintenant, pour quel intérêt ceux qui ont fait l'accès, qui ont eu l'accès dans les serveurs, vont ne pas s'intéresser aux élections législatives pour permettre, pour voir comme si le FCC va tricher là-bas, pour empêcher que leurs candidats, eux, soient aussi les Bizimungu. Enfin, ce sont des questions que je me pose. Donc, si on dit seulement que, sur base de ces fuites, que Martin Fayulu, c'est lui qui a gagné, donc, si on les valide, donc lui aussi sera Bizimungu. Il faut pousser la logique jusqu'au bout. Alors pourquoi se battre? Pourquoi aller introduire une requête au niveau de la Cour constitutionnelle? Pour quel intérêt on laisserait que, bon, par exemple, que les gens de FCC aient plus de députés, hein, et que, par exemple, les gens de PPRD en aient plus par tricherie par rapport aux députés de l'ensemble? Ce sont des questions qu'on doit se poser. On ne doit pas tout gober parce que ça vient de, je ne sais pas, non.
Alors, j'en étais où? J'en étais à Doriros. Moi, je suis pour la vérité des urnes, mais je suis aussi réaliste. Je suis aussi réaliste. Celui qui ne connaît pas, qui ne comprend pas comment les choses se passent, je ne dis pas que c'est bon, mais je dis qu'il faut d'abord se poser la question, bon, hein, comme j'ai dit, donc, j'y prends un grand-mère Ekweyi. Tu peux fermer les yeux. Le fait que tu fermes les yeux, c'est qu'on soit moni. Allez, qui Emmanuel, il dit, non fake news de Kokimi. Joseph Kamba, il dit, bonsoir, Anglo, comment entendre le silence assourdissant de Monseigneur et surtout du docteur Mukwege, alors prix Nobel de la paix, face aux tueries ciblées d'une frange de la population congolaise. Bon, il faut d'abord comprendre que Mukwege, c'est ça aussi le problème. Mukwege avait eu son prix Nobel à Oslo, mais là-bas, il a dénoncé les tueries. Hein, il a dénoncé les tueries. Il avait dit même, Mukwege avait dit que ces élections seront chaotiques. Et il a raison. Le problème, c'est que nous voulons chaque jour, quand il y a des tueries, que quelqu'un, un leader sorte, il dise, ah, non, mais quand ça se fait tout le temps, vous dénoncez ça en général. Qu'il aura l'occasion de le faire. Mais déjà, les tueries, il a dénoncé, il a dit beaucoup de choses. C'est le cas du... Bon, ça va se faire. Le cardinal n'est plus l'archevêque de Kinshasa. Et ce n'est pas lui qui a l'autorité là-bas au niveau de quoi il est en retraite, hein, il ne faut pas oublier, il est en retraite au niveau de Kikwit, par exemple, hein, ou bien des Yumi, parce qu'on a tué aussi des gens à Yumi là-bas. Il y a un conflit beaucoup plus sérieux à Yumi, un conflit ethnique. Je crains que j'ai toujours soupçonné que le pouvoir est derrière. Les Batende, nos frères Banounou, sont en train de s'entretuer parce qu'on a enterré un chef de Banounou à Yumi. Je trouve ça. Donc on enterre quelqu'un et puis ça devient une guerre. Donc il y a autre chose. Les gens parlent même du pétrole qui se trouve parce que là-bas, c'est dans. On parle, il y a des pétroles là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui existe, mais bref, c'est suspect. Mais le fait qu'ils ne parlent pas ne veut pas dire qu'ils sont silencieux. Hein. Allez. Monique Poche dit, il n'y a pas de vérité des yeux nulle part au monde. Félix est président élu, point barre, on avance. Bon, ça c'est votre point de vue. Titi Moussa dit, Ilunga, c'est vrai que l'Union africaine a demandé de suspendre la confirmation des résultats. Non. Non, qu'est-ce que vous racontez? Je ne sais pas. Allez, ils ont un website. Ils ont un site. L'Union africaine. Je ne sais pas, ça vient d'où. Allez. Emmanuel dit Félix est élu président de la République par rapport, il y a failli le candidat français et belge. Bon, Bijou, Yamabodi, Baïna, Bakoma, Bafana. Bon. Bijou, ça c'est pas une question, hein, Bijou. Hein? Tu as le carton jaune. Kabogo, il dit, Baïni, Bakomi, Bafanatique, essentiel Congo, et bon, ils ont du Cambouya tribalisme. Ce débat de tribalisme, vous savez, quand ces gens-là font ces histoires, ils ne regardent même pas ça. Ils utilisent ça sur le Baliba opposé. Pour les hommes sur la tribu, ils ont sur l'intérêt. Mais le petit peuple, lui, a tribu nangai. Et on change, au Bomabat, au Inabat. Et on change, il n'a pas intérêt. Écoutez, je vois Cyprien Moussima qui a mis un article de Jeune Afrique.
moi, je me méfie des Jeune Afrique. Moi, je regarde aller sur le site de l'Union africaine, les communiqués finaux de la SADC est clair. Ici, Jeune Afrique dit les chefs d'État appellent à la suspension de la proclamation des résultats. Bon, peut-être que je suis en retard. Il y a Guy Chako qui dit Loambo Samba, vous avez vu la dépêche de France-Afrique? Qu'est-ce que. Dans un problème. Hein? France 24, pardon Guy Chako. J'ai un problème. De France 24, je n'ai pas vu ça. Bon, donnez-moi quelques secondes, comme ça je vais voir. Où est-ce que nous allons? France 24, que j'appelle France-Afrique. Par erreur, hein? Je peux, quand vous m'envoyez des informations capitales comme ça, à un moment donné, bon, je dois chercher à savoir, et pas rester en retard, hein, parce que quand j'ai commencé l'analyse, il n'y en avait pas. Bon, je ne vois pas ce que vous me dites. Envoyez-les-moi, s'il vous plaît, si vous avez ça, hein, mon frère Bichako Luambo-Samba. Est-ce que ça va dans le sens de ce que dit Jeune Afrique? Ça, je ne sais pas. Que dit Jeune Afrique? Allez, je vais voir. J'ouvre les liens. En tout cas, on dit coup de tonnerre. Les chefs d'État africains appellent à la suspension de la proclamation des résultats définitifs. Bon, ça c'est Jeune Afrique, ça doit être. Je ne crois pas qu'ils font de. Ça doit être vrai. Mais le communiqué final, attendez. Ah. Apparemment, c'est vrai. Apparemment. Quand je regarde sur le Twitter de Moustapha, plutôt de Moussa Faki, je ne vois pas ça. L'Union africaine, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ce sera la première fois que j'interromps. Ok, ça fait 2 heures que Moussa Faki Mahamat a mis ici press release, déclaration de la presse. Donc, je vais voir. Communiquer. Ah, ça, c'est en anglais. Alors, je vais voir ça. Ah oui, c'est vrai. Il demande la suspension des résultats finaux, comme on dit, pour mettre l'accord, des élections. Pour envoyer une délégation de haut rang, comprenant les présidents de l'Union et d'autres chefs d'État et de gouvernement, ainsi que
le président de la commission, donc lui-même Moussa. Et puis, il y a, c'est pour qu'il parle avec les parties prenantes, avec l'idée d'aboutir à un consensus et de sortir de la crise, sortir le pays de la crise. Voilà, donc c'est une bonne et vraie information. Quand je dis bonne, c'est-à-dire que c'est une information qui est, voilà, maintenant ici je comprends ce qu'il disait de way out. Quand il disait qu'il faut qu'on trouve d'urgence une solution. Mais, alors voilà encore une autre information, la délégation de Kinshasa avait refusé de signer les communiqués. Donc, on va dans le sens du dialogue. C'est ce que j'étais... En tout cas, c'est clair. On va dans le sens du dialogue. Et ça contredit les communiqués qu'ils avaient affichés de la SADC. Je crois que c'est là où les compatriotes disaient non, on a publié un communiqué là où ils disaient que fake news, parce que je m'ai basé sur la SADC. Et d'ailleurs, les titres de mon analyse, c'est sur la SADC. Voilà. Donc, il y aura une mission de l'Union africaine qui va se rendre au Congo, avec en tête Paul Kagame, qui tient absolument avec, parce qu'il est fait un mandat pratiquement, je crois que Kagame tient absolument à avoir voix au chapitre. Et là, on peut dire qu'on va vers, quand on parle de négociation, et surtout que les présidents zambiens l'avaient peut-être, ils ont repris cette idée, certainement on va vers un truc comme un gouvernement d'union nationale. Alors quelqu'un, semble-t-il, a dit que bon, quand on suspend comme ça, cela veut dire qu'il n'y aura pas, c'est-à-dire même la Cour suprême, qu'est-ce que je dis, la Cour constitutionnelle, est-ce qu'elle va rendre encore son arrêt demain, parce que c'est demain que c'était prévu? Est-ce qu'il y aura prestation de serment? That's the question. Je ne crois pas. Bon, ça doit faire l'objet de toute une analyse, parce que là, comme on dit, it's a new development. Hein? C'est une nouvelle situation, ça. Malheureusement, ça ne cadre pas avec les titres de mon analyse. Et on assiste là à une sorte de reprise en main, il faut le dire clairement, du Rwanda et de ceux qui sont avec le Rwanda. Voilà, il faut être réaliste. Avec ce qui se passe, on peut dire qu'il y a une sorte de reprise en main qui s'est fait au nom de l'Union africaine. Hein. Mais les gens, vous étiez déjà en avance par rapport à moi-même ici. Je vois des commentaires qui sont en relation avec cette histoire. Ça me désarçonne là, parce que ça ne cadre pas avec mon titre. Bon. Anyway, parlons-en, parce que ça nous a trouvé en pleine actualité. Donc, Pote Baouli Goufounde dit, appeler à la suspension ne confirme pas la suspension. Voilà. Oui, ça c'est très important, la nuance là, très capitale. Mais il y en a d'autres qui disent que ça pourrait conduire au maintien de Joseph Kabila. Oui, parce que si on suspend la proclamation des résultats, que ce soit en faveur de Félix, ce qui est très probable, ou en faveur de Fayoulou, la suite logique c'est quoi? Kabila reste en place d'abord, en attendant que l'on trouve une solution.
Est-ce qu'on est allé, est-ce qu'on va vers une transition avec Kabila? Va-t-on vers une transition sans Kabila? Eh bien, voyons voir, ce n'est pas pour rien que Paul Kagame est président de l'Union africaine pendant 7 ans. Tout a été calculé. Je l'avais dit déjà avant que Paul Kagame, avec sa position à l'Union africaine et la position qu'occupe le Rwanda au niveau de la francophonie, ils vont exploiter ces positions pour peser sur la résolution de la crise en RDC. En signalant bien sûr que entre le Rwanda et l'Afrique du Sud, il y a un ça ne va pas. Et ça fait quelque temps, parce que d'ailleurs le procès de Karégé a repris. Hein. Le ministre rwandais, le vice-ministre rwandais des Affaires étrangères, un certain Olivier Tshisekedi Ngororo, quelque chose comme ça, en est arrivé même à insulter pratiquement la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Lindiwe Sisulu. Hein. C'était dans le web, dans le Twitter de ces ministres, et l'Afrique du Pretoria même réagit. Est-ce que dans cette guerre, l'Angola est avec l'Afrique du Sud ou bien le Rwanda? Parce que l'Angola a toujours été gêné par l'Afrique du Sud par rapport à la question de la RDC. L'Angola a toujours cherché à avoir les derniers mots du fait de la frontière que nous partageons, très longue frontière, et aussi de la vulnérabilité de l'Angola par rapport à la situation de la RDC si jamais il y a instabilité. Donc, il y a toujours eu une guerre à ce niveau-là. Alors voyons comment Kinshasa va réagir. Est-ce qu'on va laisser la voix à ces gens-là? Est-ce qu'on va proclamer? Mais ça rentre en contradiction avec les communiqués de... Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Hein. Les communiqués de l'Union africaine ici entrent en contradiction avec celui de la SADC que nous avons d'ailleurs publié. Attendez que je retrouve ça. Là, on assiste. En fait, c'est comme si la lutte là au niveau des grandes puissances, les clivages qu'on voit là, maintenant, est devenu aussi réalité. Il se reflète au niveau de la sous-région. Just wait. Un instant, je suis en train de chercher les communiqués de la SADC. Un instant. Voilà. Communiqué du sommet de la double troïka des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC Addis Abeba, République d'Éthiopie. Je vais vous lire ça. Et ensuite, on dit ceci. Le sommet de double troïka des chefs d'État et des gouvernements de l'Afrique australe s'est tenu à Addis Abeba, République fédérale démocratique d'Éthiopie, le 17 janvier 2019. Oh my goodness, on va parler après. Le sommet a été officiellement ouvert par son Excellence le président Dr Hage Geingob, président de la SADC. Ont participé au sommet de la double troïka les chefs d'État et les gouvernements ou les représentants suivants. Angola, son Excellence président João Lourenço, président sortant de l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC. Afrique du Sud, son Excellence Cyril Ramaphosa, président sortant de la SADC. Namibie, son Excellence, Monsieur le Président, Dr Hage Geingob, président de la SADC. Zambie, son Excellence Président Edgar Lungu, excusez-moi, Edgar Lungu, chargé de matière politique, défense et sécurité de la SADC. Tanzanie, Augustin Mahiga, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de l'Afrique de l'Est, représentant le président entrant de la SADC. Zimbabwe, monsieur son Excellence Raphaël Faranizi, ambassadeur de la République du Zimbabwe en République démocratique du Congo, représentant le nouveau président de l'organe de coopération en matière politique et défense et sécurité. Il y a également le secrétaire exécutif de la SADC, Dr Stergomena Lawrence Tax, le vice-ministre des Affaires étrangères
de la coopération de la RDC chez Okitulu, il a présenté la situation du pays. Le sommet a examiné la situation politique et sécuritaire de la République démocratique du Congo suite aux élections présidentielles législatives provinciales qui ont eu lieu dans le pays le 30 décembre. Le sommet a facilité le gouvernement, a félicité le gouvernement, machin, tout ça. Bon, il y a eu beaucoup de félicitations. Le sommet a félicité le peuple congolais. Le sommet a noté qu'en raison de l'apparition des maladies, le virus Ebola, le territoire, le sommet, hein, le sommet a pris note du recours électoral introduit à la Cour constitutionnelle en contestant les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il invite le peuple et les acteurs politiques à rester calmes, à agir de manière à consolider la démocratie, à préserver la paix et à traiter tout grief électoral conformément à la Constitution, aux lois. Les sommets demandent instamment à la communauté internationale de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le sommet a reconnu et a souligné les rôles joués par la Cour constitutionnelle, a appelé la communauté internationale à respecter la Constitution de la République. Voilà, les sommets invitent la communauté à soutenir le gouvernement de la République en vue de préserver un environnement stable et pacifique, tout ça. Nulle part dans ces communiqués, si vous allez jusqu'à la fin, hein, fait Addis Abeba, machin, nulle part il est dit que l'on suspende la publication des résultats. Nulle part. Maintenant, c'est lui de l'Union africaine qui, en principe, je dis en principe, doit avoir préséance sur la SADC, mais comment ça se fait? L'organisation qui est la plus proche du pays, c'est d'abord elle qui prend en charge les dossiers d'un pays, et si elle n'arrive pas à résoudre ces problèmes, alors il associe l'organisation la plus large. Donc, là, c'est intéressant. Donc, voilà. Mais entre-temps, on dit que la délégation de Kinshasa, qui a pris part à cette réunion, n'a signé aucun document, affirme une source diplomatique congolaise. Elle attend que la Cour constitutionnelle rende sa décision contrairement à l'appel de l'Union africaine. Bon, quoi qu'il en soit, à chaud comme ça, je dis que certainement, il y aura une délégation qui va arriver, mais est-ce qu'elle ne va pas, est-ce que la RDC va attendre que cette délégation arrive pour publier les résultats? Ça, je ne sais pas. Ou bien on va d'abord publier et ensuite, sur base de, c'est quoi? La requête qui est introduite, hein? De toute façon, même sans requête, c'est toujours la Cour constitutionnelle qui confirme les résultats de la CENI. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Laissez que le temps que nous puissions bien nous informer sur la chose. Apparemment, là, la crise se régionalise, comme si on peut dire comme ça. Mais ça aurait été, comment dirais-je, et ici, c'est pour cela que j'ai dit, il ne s'agit pas seulement des élections. Il fallait qu'ils attendent, c'est mon point de vue, qu'ils attendent que la Cour constitutionnelle se prononce et que eux viennent pour dire non, il y a un problème ici. C'est une option. Maintenant qu'ils disent ça, c'est l'interférence même dont s'interdisait la SADC au niveau de quand ils ont fait leur sommet. Hein? Bon, c'est une mission, certainement de médiation, on va voir. Attendons voir, certainement ça va se faire rapidement.
Lambert Mende réagit, il dit, en République démocratique du Congo, tous les yeux sont rivés sur la Cour constitutionnelle, va-t-elle rejeter? Non, ça c'est France 24. Il y a un frère qui m'avait recommandé ça. Il dit, Martin, va-t-elle rejeter ou valider les recours de l'opposant Martin Fayulu? Celui-ci s'estime vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 60% des voix. La commission électorale avait, elle, déclaré un autre opposant Félix vainqueur. Dans l'attente de la décision, Martin Fayulu continue de dénoncer des négociations entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il y a? Le porte-parole du gouvernement assure que les contacts avec les prochains présidents de la République ne sont que des discussions visant à préparer une cohabitation politique. Les camps du président élu Félix Tshisekedi soulignent qu'une transition démocratique a fait lieu en République démocratique du Congo et que contester les résultats de la CENI reviendrait à déstabiliser le pays. Ah, c'est intéressant. C'est à suivre. Ça sera alors très, très intéressant. Et si ça peut aboutir à la vérité des unes dont on parle, tant mieux. Je crois que ils viendront maintenant, cette mission, confronter les données, mais ça risque d'ouvrir alors des discussions, si c'est pour la recherche des vérités des unes. C'est dont je doute, hein, parce que c'est compliqué, c'est comme si on cherche les sexes des l'ange, parce que la CENI a brouillé les choses. Mais ce qui est possible avec cette démarche, c'est la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui sera soit, si la Cour constitutionnelle proclame les résultats sans tenir compte de cette mission, alors probablement, je dis probablement, Félix Tshisekedi sera président, mais on va lui flanquer un premier ministre qui sera issu peut-être pas de FCC, mais peut-être de quoi? De la Mouka. Ou alors, si ça s'est fait avant la publication, dans ce cas-là, ça peut conduire, ce sont des scénarios possibles, on annule les élections, on maintient de Joseph Kabila, ce qui est improbable, ça peut provoquer une instabilité, ou alors une transition sans Kabila, ou transition avec Kabila, ou bien même, ça peut aussi conduire à ce que Martin Fayulu soit reconnu comme le vainqueur. Mais cela doit se faire sur base des données de chaque groupe. Voilà. Donc, c'est ouvert. Toutes les possibilités sont ouvertes. Et voyons comment, par exemple, les États-Unis vont réagir. Attendons, parce que ces clivages viennent de là. Ce clivage vient de là entre les puissances qui se disputent nos minéraux. Ça va au-delà des élections. Ah, voilà. On dit que Kinshasa a refusé de signer le communiqué. C'est un communiqué conjoint. C'est très important. Je suis en train d'apprendre. C'est un communiqué. Donc, il y a la SADC qui a accepté ça. Il y a CIRGL et puis il y a l'Union africaine. Voilà. Il n'y a que la délégation de Kinshasa qui n'a pas signé ça. Bon, laissez-moi le temps de bien pénétrer cette affaire, de contacter des gens à gauche et à droite pour savoir quel pourra être, comme on dit, les outcomes, hein, les résultats de tout ça. Et nous allons revenir pour une analyse posée sur cette nouvelle donne. Parce que ça, c'est une nouvelle donne. Ça mérite une analyse particulière. Hein? Et on dit la suspension de la proclamation définitive des résultats de la présidentielle. Bon, je ne sais pas, ça c'est la presse. Qui peut tirer profit de ça? Définitif, ça peut être Joseph Kabila. Non, il y en a qui disent Kagame. Non, non, ce n'est pas Kagame. Il peut avoir joué un rôle, mais il y a la SADC qui est dedans, il y a la CIRGL. Donc,
Ok, je vous laisse. Beaucoup plus de questions, nous allons répondre après. Je suis en train de lire les commentaires. Bofingi, Fayoulou, tout ça, c'est pas. Boudjola, Bozali, ce n'est pas en faveur de Félix, soyez honnête pour une fois, dites la vérité, Kagame est venu sauver son fier. Bon. Ah, c'est une possibilité. On pourrait annuler les provinciales, peut-être. Allez, pour te dire, Mandoli Naveri, ce sont ceux qui sont derrière Fayoulou qui mènent toutes ces transactions, les Congolais, mais surtout l'axe libéraux belge du même Kagame. Si Kagame obtient gain de cause, nous partirons pour une prolongation de l'occupation. Wow, ça, c'est un autre point de vue. Bon, je vous laisse parce qu'il y en a beaucoup, je ne saurais pas tout lire. Il faut que je pénètre d'abord la chose. Ok, mais continuons à prier, une raison de plus, continuons à prier pour que Dieu déjoue tout ce qui peut être déjoué, que la volonté du peuple puisse, ce qui est bon pour le peuple puisse triompher. Bye bye.